Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Patrick Chastel qui vient nous montrer un de ses derniers bébés, puisqu'il y en a un qui est fini et un autre qui est en gestation, on en parlera tout à l'heure. Donc il s'agit de... Fernand Chavez, une vue au pas de course. Bonjour Martine et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire la vie de quelqu'un qui court, alors que toi tu cours après l'écriture? Après l'écriture, c'est une longue histoire et une belle histoire en même temps. C'est passé par ma fille, qui est une spécialiste du marathon et de grandes courses, et à force de faire des marathons, elle a croisé ce monsieur Fernand Chavez, et un jour elle m'a dit: papa, écoute, c'est pas possible, il a une vie très particulière, il faudrait que tu le rencontres parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai rencontré ce monsieur et en effet j'ai découvert que c'était non seulement un coureur d'exception, mais sportif. Un très grand... Attention, oui. Attention, il y a peut-être des femmes à l'écoute. Un coureur de fond, au moment. Et qu'il avait eu aussi une vie très particulière, très remplie, Et donc moi, en tant que prof d'histoire déjà au départ et écrivain, c'est un sujet qui m'a tout de suite passionné. Et donc nous nous sommes rencontrés petit à petit, j'ai commencé à prendre des notes et je me suis dit, il y a matière à faire une belle biographie de ce monsieur. En fait, toi, est-ce que c'est ta spécialité? Est-ce que c'est en train de devenir ta spécialité ou c'est le hasard? C'est un peu de tout ça. C'est surtout que j'aime bien changer dans l'écriture. C'est que quand je passe et j'écris un roman, c'est un an de travail, c'est vraiment beaucoup de temps dessus. Puis on est tout seul. Oui, et puis après, j'aime bien faire un livre pour les enfants, comme tu sais bien que je suis venu assez souvent pour des livres pour enfants, des livres d'aventure pour adolescents. Et puis la biographie, j'en avais fait 2 jusqu'à maintenant, mais plutôt en tant que nègre littéraire, c'est-à-dire que j'avais retravaillé des textes existants pour la biographie de Madame Juventin, qui était née à Faro en 1930, là, ça s'appelait Tahiti de ma jeunesse, et puis les mémoires de John Doom, c'est moi qui ai fait le nègre littéraire sur les mémoires de John Doom, mais jamais je n'avais fait une biographie. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le nègre, c'est The Ghostwriter. C'est le ghostwriter, c'est celui qui réécrit à partir d'un texte déjà existant. Oui, mais il y a ton nom qui apparaît quand même. Souvent, ton nom apparaît que sur la page, la couverture intérieure. Et encore. Et encore, voilà. C'est pour ça qu'on appelle, en anglais, c'est The Ghostwriter, l'écrivain fantôme. Absolument. Là, c'est la première fois que je faisais une biographie en partant de rien. On s'est retrouvés dans les jardins de Paufeuille avec Fernand. Ça a commencé il y a 4 ans, cette histoire. Et je prenais des notes au fur et à mesure qu'il me racontait. À la main ou à la main? Non, je préférais à la main. Ça permettait de relancer la discussion et puis je prenais des notes et ça m'a amené surtout à faire plein de recherches historiques, ce dont cela m'a passionné parce qu'il est né en 44, donc il grandit dans le Papeete des années 50, le Papeete, le Tahiti avant CEP. Il voit le général de Gaulle arriver en 56 par exemple, donc il a 12 ans, il est sur le quai avec toutes les écoles de Tahiti qui sont là pour accueillir le premier voyage de Gaulle, etc. Donc il raconte tout ça. À 11 ans, il embarque sur une goélette parce que son père est mécanicien sur la goélette. Et il fait le tour des Tuamotu des archipels. Donc on est en 55. Donc il monte jusqu'aux Marquises. Donc c'est des souvenirs assez incroyables. Et moi, ça m'a amené à rechercher plein de choses sur le Papeete des années 50. Il y a tout un chapitre sur le Papeete des années 50. Voilà, comment on vivait à cette époque. Tu ne parles pas que de la course de fond. Non, alors justement. Voilà, l'image, on pourrait se dire, tiens, c'est un truc que de sportif. Non, c'est sa vie. J'ai voulu que ce soit vraiment un livre destiné à tout public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 parties dans ce livre. On va dire les 2 premiers tiers, c'est la vie de Fernand. C'est-à-dire, donc, après, il part au petit séminaire à Mitirapa, ensuite, il va partir au grand séminaire à Nouméa, enfin, à côté de Nouméa, à Païta, et tout ça est raconté à la première personne. Donc, j'ai présenté ça comme si c'était une autobiographie. J'ai pris des notes et j'ai écrit à sa place. Et puis, la partie sportive, c'est le dernier tiers du livre, où là, j'ai écrit ça plutôt comme un journaliste sportif, c'est-à-dire à la 3e personne. Mais je vois qu'il y a d'ailleurs Patrick Ponce qui a fait une... Patrick, qui est un ami de Fernand et de moi-même, a fait la 4e de couverture, et donc la partie sportive est à la fin, elle est traitée, je te dis, avec petites phrases courtes, etc. Rien à voir avec le reste. Il y a moins d'émotion. Il y a l'émotion du sport, mais... Il y a l'émotion aussi des rencontres, si tu veux, parce que il a fait des plus grands marathons un peu partout dans le monde. Ce qui m'a intéressé, c'était le premier athlète polynésien, tahitien, à partir à l'international, c'est-à-dire aller se frotter aux grands champions, au marathon de New York, au marathon de Paris, ce que personne n'avait fait avant dans les années 70-80. Et ça, c'est venu au départ de réflexions qu'il entendait à la fédération d'athlétisme ici, des réflexions de personnes locales, je précise, qui disaient le tahitien n'est pas fait pour la course de fond, il n'aura jamais la capacité à s'entraîner comme il faut, ni le régime alimentaire qu'il faut. Et en entendant tout ça, il s'est dit, mais
moi je vais y arriver. Voilà. Donc justement, ça a été une sorte de défi qui lui était proposé. Exactement. Ça a commencé un petit peu comme ça et c'est devenu un vrai défi et il est devenu la référence en course de fond, donc le 10 000 mètres et puis surtout le semi-marathon, puis le marathon. Et je te dis, il est parti à Honolulu, il a fait 10 fois le marathon de Honolulu. C'est d'ailleurs la photo de la couverture et on le voit avec ses chaussures à la main parce que Fernand avait en fait un problème de voûte plantaire et qui lui provoquait des douleurs terribles et vers le 20e, 25e kilomètre d'un marathon qui en fait 42, 195, il supportait plus, il a découvert qu'en enlevant ses chaussures, il n'avait plus mal. Et donc c'est devenu sa spécialité. Le coureur aux pieds nus. Voilà, et à Honolulu, ça a titré le lendemain dans les journaux The Tahitian Barefoot Runner, le coureur aux pieds nus, et c'est resté, c'est son surnom, Barefoot Runner. C'est ce qu'explique un petit peu Patrick Ponce dans sa 4e de couve. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, il fait quoi? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'heure actuelle, il a 74 ans, et il continue de courir, il continue à participer à des compétitions, il est sur les stades tous les week-ends pour aider à l'organisation, il donne des cours 2 fois par semaine à des enfants sur un stade pour son club d'Excelsior. Et puis, il était encore au mois de janvier au Masters Oceania en Nouvelle-Zélande. Il y retourne en Australie. C'est des compétitions entre personnes de plus de 50 ans. Il n'arrête pas. Et il a vraiment fait ça toute sa vie. Et c'est sa passion. C'est une véritable passion. Et c'est pour ça que c'était passionnant, justement, pour moi d'écrire ce livre. Donc, voilà. En plus, le titre est pas mal. Une vie au pas de course. Oui, parce que au milieu de tout ça, il y a quand même aussi une charmante femme. Et puis 4 enfants qui... Donc, il a bien fait d'arrêter le séminaire. Oui, c'est plus son truc. Tout à fait. Oui, oui. Mais bon, la partie du séminaire est très intéressante parce que donc on est dans les années 50, il se retrouve à Mitirapa. Mitirapa, c'est la presqu'île. À l'époque, quand ses parents n'avaient pas de voiture, c'était le bout du monde. Le bout du monde. Voilà. Il vivait complètement en autarcie à cette époque-là, dans ce grand domaine de Mitirapa magnifique. Et c'était assez incroyable. Ils avaient du bétail, ils faisaient leur copra, ils faisaient leur café, etc. C'est vraiment une vie très particulière. Donc j'ai vraiment pris plaisir à décrire tout ça et à retrouver plein de souvenirs. Voilà. Alors, puisque tu aimes écrire, il y a aussi un bébé en gestation. Là, je le montre parce que tu viens de me montrer les illustrations. J'adore. Oui, alors, les légendes, j'en connaissais peut-être quelques-unes, mais elles sont formidablement bien illustrées. C'est un livre magnifique et je suis très très fier d'avoir pu participer à la réalisation de ce livre. Ça va être un album de luxe qui va sortir donc pour le Salon du Livre ou plutôt peut-être pour Noël. Il se trouve que j'ai été invité par un grand hôtel de Bora Bora pour refaire quelques recherches sur des légendes pour qu'ils aient un petit livret culturel à offrir à leurs clients. Et donc en rencontrant quelques matariapo, quelques personnes âgées à Bora Bora qui m'ont donné beaucoup d'indications très intéressantes, j'ai réalisé ce petit livret pour ce grand hôtel de luxe là. Et puis après je me suis dit mais à partir de là il y a peut-être moyen de développer encore un peu plus ce que j'ai appris. J'ai là aussi fait des recherches un peu historiques, ma deuxième passion on va dire après l'écriture. Et j'ai trouvé entre autres un vieux livre des cahiers du patrimoine qui avait été publié ici à Tahiti au début des années 2000 il me semble, et qui retrouvait justement plein de témoignages de gens de Bora Bora sur des légendes qui tournent essentiellement autour de Hiro et Hina qui sont deux des grands stars. Oui, et puis les stars parce qu'ils ont grandi à Bora. Donc j'ai développé tout ça, là aussi j'ai fait beaucoup donc de recherches et ça a donné un album magnifique illustré donc par Ahamu qui est une artiste peintre qui a réalisé 45 confirme, je me régale. Je crois que je vais découper les pages. Alors là, ce n'est que la maquette, hein, donc, mais il y a 45 illustrations, double page. Voilà, ça va être un livre magnifique. Et un livre tout public, une fois de plus. Ça ne vise pas évidemment que les enfants. Ça va être un magnifique cadeau de Noël pour les adultes, comme pour les enfants. Et puis ça touche plusieurs îles, hein, puisque Hiro est né aussi à Taha, à Wahine, c'est lui, oui, Hiro avec sa pirogue qui a coupé l'île en 2 parties, hein, l'île de Wahine, il l'a fracassé avec sa pirogue. Et puis on parle aussi de Pélé, la grande déesse hawaïenne, qui en fait est née à Bora Bora et a quitté Bora Bora sur une pirogue pour rejoindre Hawaï, et Hiro a... Et ils mettent le feu. Oui, avec son bâton, le Paoa, qui peut déclencher le volcan. Et ce qui est très intéressant et que j'ai retrouvé, c'est que Hiro, dans les légendes, a voyagé jusqu'à Hawaï, et la preuve, une baie et une ville de Hawaï, de Big Island, portent son nom, Hilo. Ah. La ville de Hilo, oui. H-I-L-O. Puisque le R en hawaïen est devenu le L. Exactement. Bien. Donc, c'est bien comme ça qu'on s'aperçoit que dans les légendes, il y a toujours du vrai. Donc, ne nous en dis pas plus. On ira découvrir. Voilà. Tu seras au Salon du Livre. Oui, bien sûr. Bien, on se retrouve là-bas, Patrick. J'espère bien, ma chère Martine. Merci.